Bonjour et bienvenue sur le podcast Danse mon amour, qui donne la parole à toutes celles et ceux qui aiment la danse. Danseuses, musiciens, élèves et plus encore. Ce podcast est sponsorisé par le livre pour enfants Danse mon amour, disponible sur Amazon. Aujourd'hui, je reçois Kauter Benamor, danseuse et professeure de danse orientale à Paris. Dans cette première partie, nous avons parlé du choix de tout abandonner pour vivre uniquement de la danse. Kauter a en effet quitté un emploi dans le cinéma pour se consacrer à son art et à son enseignement. Nous avons également abordé ses expériences de l'autre côté de la caméra, Kauter ayant dansé pour le cinéma. Vous allez découvrir comment elle a œuvré pour donner une meilleure image de la danse et des danseuses sur le grand écran. Nous avons également évoqué son expérience en Égypte et son style glamour et théâtral. Nous clôturons cette première partie en parlant des atouts et des difficultés d'avoir une double culture en France. Bonne écoute! Kauter Benamor, bonjour! Bonjour! Et bienvenue sur le podcast Danse mon amour. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas et nous présenter ta petite famille? D'accord, alors moi je m'appelle Kauter Benamor, je suis danseuse orientale et aussi professeure de danse orientale. Ma petite famille, ma famille perso en fait, donc j'ai 2 enfants, 2 bébés, enfin une qui a 3 ans et le deuxième, elle s'appelle Maya et Gibran qui a 1 an et quelques mois. Donc 2 enfants en bas âge rapprochés, plus le travail de la danse, aussi bien sur scène qu'en cours et voilà ma vie en très gros. On va en parler justement de cette organisation, gérer un travail aussi prenant que la danse et 2 petits bébés. Ah oui, c'est du taf. Tu nous raconteras ça plus tard. Est-ce que tu as un autre métier en parallèle de la danse? Non, je suis vraiment à 100 dans la danse, D'accord, aussi bien dans l'enseignement que sur la performance. d'accord. Ça fait longtemps que tu as fait ce choix de 100 pour la danse? Oui, je ne compte plus les années, mais je pense que ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais que de la Ouais. danse. Ouais, ça fait plus de 10 ans, hein, ça presque 15 ans en fait. Je suis pas très forte avec les calculs, mais j'ai plus une mémoire de de feeling, genre il s'est passé ça à ce Ouais. moment-là en fait, etc. Donc c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, mais oui, ça doit bien faire 15 ans de métier que de ça, ouais. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que donc, tu travaillais dans le cinéma et tu as abandonné un métier passion pour une autre passion. Mm. Est-ce que c'était dur de faire ce choix? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réflexion ou c'était plutôt une évidence en fait? Ça dépend en fait à des moments. C'est-à-dire que quand vous êtes, passionné, quand on est passionné, on veut aller au bout de sa passion. On a toujours faim, on a toujours, envie de s'abreuvoir de plein de savoirs, de pratiques, de rencontrer des personnes, d'aller plus loin dans dans ce domaine en fait. Et le cinéma dans lequel j'étais rentrée, il y avait plein de choses qui m'ont nourrie, plein de choses aussi qui étaient très difficiles à vivre parce qu'en fait, là, c'était un travail en dehors de la caméra. Donc, c'est tout le montage ou le travail pour faire exister une œuvre cinématographique. Et donc, il y a tout ce qui se passe derrière le rideau. Donc, il y avait des choses qui, pour moi, étaient très artistiques et des choses qui étaient purement de montage financier, d'administratif, des choses-là, savoir quand le rendement d'un film, etc. Alors que moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment le côté artistique. Donc, des fois, de savoir de pas se lancer dans la production d'un film parce qu'on réfléchit en termes d'entrée ou de rendement, bah, des fois, ça vous brise le cœur. Mais vous appartenez à une ligne éditoriale que vous devez respecter et travailler pour ces personnes-là. Donc, moi, j'ai pu m'épanouir dans ce travail parce que j'ai découvert énormément de choses. J'ai rencontré des gens que j'admirais depuis petite, et c'était tout bonus. J'ai participé au Festival de Cannes plusieurs fois, où j'ai
accompagner des talents, c'est les talents du film, aller avec une équipe de film, défendre un film, faire d'autres rendez-vous sur place parce que le Festival de Cannes, c'est aussi un grand festival de business où on, on achète des films, on revend des films, on fait des contacts, il y a plein de choses en fait. Donc il y a tout un monde de business aussi. Donc j'ai rencontré des très grands producteurs, des très grands talents, et assisté à des négociations. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Et je pense que le dernier film sur lequel j'avais travaillé était La Môme Édith Piaf avec Marion Cotillard. Mhm. Le cycle de ce film m'a comblée, dans le sens, en fait, à partir de recevoir un scénario, de l'étudier, faire le montage, etc., financier, tout ça, et avoir le parcours idéal d'un film, de gagner tous les prix. C'est-à-dire que ce soit les Césars, les BAFTA en Angleterre, et terminer par l'Oscar. Donc la boucle était bouclée, et pour moi, en fait, c'était le moment où, en fait, après, aller travailler sur un autre film, enfin, il y avait plein d'autres choses hein, aussi. Mais là, en fait, j'avais l'impression que tout coïncidait. J'avais été au bout euh, de ce que pouvait m'apporter. Et aussi, c'était très difficile de s'asseoir dans une salle de cinéma les gens se lèvent quand il y a le générique de fin. Et vous, en fait, quand on fait partie du métier, on reste, on regarde qui a travaillé sur quoi. Tiens, ah ouais, ah oui, c'est celui, c'est machin. Et la magie commençait à se ternir. C'est-à-dire que je réfléchissais avec mon travail, me dire, ah ouais, tiens là. Et j'avais du mal à juste être assise comme avant et de regarder juste une œuvre, en fait. Donc j'avais envie de aussi prendre du recul. Et en fait, j'étais arrivée au bout de cette fonction précise que j'avais dans ce marché industriel, dans cette industrie. Et donc là, c'est là où, comme je l'avais déjà dit dans une autre interview, que une amie que je connais très bien avec qui je travaillais me disait, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Il faut absolument que tu te lances, c'est maintenant. En plus, la danse, la force de l'âge, c'est maintenant. Fin de vingtaine, début de trentaine, t'as tout, t'es une artiste, il faut que tu sois sur scène et que tu passes ton temps à créer et travailler, quoi. Et c'était le bon moment, je pense. D'accord. Donc sans regret, j'imagine, puisque ça marche très bien. Non, même si des fois, il y a des choses qui nous manquent, mais non, ça a été assez. J'ai oublié après le reste. J'avais été au bout de ma démarche, donc en fait, j'étais nourrie, j'étais bien en fait. Donc ça, c'était derrière la caméra, mais il y a aussi des choses qui se sont passées de l'autre côté de la caméra, puisque tu as dansé aussi pour le cinéma, tu as chorégraphié Ouais. un ou deux films, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est deux expériences totalement différentes. Donc Rachid Bouchareb, qui recherchait un nombre de danseuses. Son groupe était déjà fait d'ailleurs. Et c'est vers la fin qu'on m'a appelé et qu'on m'avait dit oui, parce qu'on m'avait déjà donné l'info du casting et une amie danseuse. Et j'y suis allée et en fait, j'avais tourné les essais et j'avais oublié le truc, moi, en fait. Et c'est là qu'en fait, qu'ils me rappellent, ils me disent non, Rachid a vu votre vidéo. Là, c'est pas juste la directrice du casting, et que vous correspondez totalement à ce qu'il recherche, puisque c'était à l'époque, en fait, dans les années 50, je crois, si je me rappelle bien. Et il y a cette touche, il voudrait vous rencontrer. Donc en fait, c'est là que je les ai rencontrés. Et il avait ce groupe de danseuses. Oui, donc en fait, il faudrait un ou deux, trois tableaux pendant cette scène entre Jamel Debbouze et Roche Dissem, ce cabaret étant dans les quartiers malfamés de Pigalle ou de Barbès, je me rappelle plus très bien. Et en fait, c'est là quand les deux personnages se rencontrent, c'est un moment clé du film. Et c'est dans ce cabaret qu'avait euh, construit en fait le personnage de Jamel. Et en gros, l'idée était bonne. Et puis en fait, quand je suis arrivée le premier jour, c'était là que j'étais totalement refroidie, moi personnellement, et que j'avais rendu ma fiche, quoi. J'avais dit, ouais, en fait, c'est bien beau de dire, ouais, vous voulez un tableau de danse, mais en fait, les danseuses, on danse quoi? Vous avez une équipe, en fait, où vous avez pris différentes filles, on se connaissait pas. Sur quelle musique on va danser? Qu'est-ce qu'on va danser? Moi, perso, si c'est pour juste faire de la déco, enfin, de se mouvoir comme ça gratuitement, en fait, c'est toujours le même discours que je tiens. Ça m'intéresse pas, en fait. Je vais pas à tout prix vouloir apparaître à l'écran.
c'est pas mon truc, moi. Et donc j'avais rendu ma copie, je suis rentrée chez moi, quoi. Et c'est là qu'après qu'ils m'ont appelée et qu'ils m'ont dit au téléphone: «Mais qu'est-ce que vous, attendez? Enfin c'est quoi le souci, quoi?» Je dis: «Ouais, les costumes», la costumière, elle avait sorti, 2-3 trucs très transparents où on voyait toutes les fesses. Enfin, j'ai bien compris que c'était un quartier malfamé, mais pourquoi toujours cette étiquette de la danseuse à moitié nue en train de... Enfin, voilà, je pense qu'il n'y avait pas que ça. Et ça me correspondait pas, en fait. Et je me suis dit: «En fait, c'est n'importe quoi». Et je lui dis: «Ouais, les costumes, enfin, je veux dire, quand même, on pourrait être un peu plus, rigoureux dans le sens que je pense pas qu'il y avait que ça. C'est une pièce de tissu, on voit tout. On pourrait faire des vrais costumes, d'époque, enfin, soit doubler, la jupe, faire des vrais soutifs. Donc est-ce que vous pouvez nous envoyer des photos?» Donc j'envoie des trucs. La musique que il pensait et qu'il m'avait envoyé, c'était un truc super moderne, un truc genre d'aujourd'hui, quoi. Et je lui dis: «Ouais, mais ça correspond pas du tout avec l'énergie de l'époque, je pense pas du tout, enfin, c'est un anachronisme aussi». Donc et c'est là qu'ils m'ont renégocié le contrat, en fait, et qu'ils m'ont dit: «Bon, Kauter, on te laisse carte blanche, tu prends cette équipe-là, les filles qu'il y a déjà, et tu mets une chorégraphie en place, tu choisis une musique, on voit avec la costumière, tu peux parler avec elle et tout». Donc la costumière, elle avait été rechercher des choses différentes, et du coup, elle nous avait mis toutes d'une couleur différente. Mais là, c'était des costumes euh, bien faits, tu vois, en fait, dans le sens qu'ils avaient passé du temps à essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Et pour la chorégraphie, je lui dis: «Bah, pareil, moi je vais répéter où avec les filles? Les chorégraphies, ça prend du temps. Enfin, je vais pas la sortir de ma tête sur le plateau». Donc du coup, il a, réservé, des salles de répète à au centre du Marais, et c'était là qu'en fait, avec les filles, j'ai posé, un tableau, simple charqui, c'était sur du Farid El Atarrache, et un autre accompagné, où je me rappelle plus si c'est la même musique, mais accompagné avec des voiles, pour que ce soit bien visuel à l'écran, en fait. Et on a fait ça. Et il est passé, je crois, le dernier jour de répète. Il a filmé d'ailleurs avec un téléphone, et il a adoré. Il m'a fait: «Ouais, je pense pas avoir besoin de tout ça, mais c'est vraiment génial. Je garde le tout et on se donne rendez-vous pour le jour du tournage». Le jour du tournage, on a été. Et en fait, c'était au cabaret La Nouvelle Ève. La scène est assez petite, mais on a réussi à mettre en place ce qu'on avait travaillé. Et après, en fait, il a été super adorable. En fait, à chaque fois, je revenais vraiment à la table, regarder les prises d'images, si c'était bon, etc. Est-ce que tu veux qu'on retourne cette partie ou pas? Donc, c'était vraiment très, très agréable. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé quand il a présenté le film à Cannes, on lui a dit qu'en fait, il était trop long, absolument trop long pour être retenu pour la compétition. Donc, il a dû couper, et ils m'ont envoyé un message en me disant: «Ouais, bon, ça arrive». Et moi, en fait, bon, bien sûr, c'est toujours dommage qu'on ne voit pas toutes les scènes, enfin et tout, mais je crois qu'en gros, il a dû garder 30 secondes sur les 3 minutes, ou plusieurs choses qu'il avait tournées, en fait, qui étaient en scène, et qui, en fait, il a dû couper son film, et on a été coupé, il a retenu qu'une petite partie. Et voilà, et puis c'est comme ça dans le cinéma, hein. Mais c'était très enrichissant, et c'est là aussi que je me suis rendu compte que enfin, moi, j'ai pas réfléchi dans le sens de lui tenir tête ou de faire ça, mais ça m'était complètement naturel de me dire: «Ouais, non, j'ai pas envie d'être une fille à moitié nue, de me mouvoir comme ça gratuitement». Enfin, la danse orientale, c'est autre chose, et je me rappelle d'avoir eu un discours assez long et assez, avec la costumière, en fait, pas de m'être battue avec elle, mais de lui faire comprendre, en fait. Parce qu'elle, son seule référence, c'était le colonialisme. Sûrement une très grande costumière, et je la respecte, hein. Mais je lui dis: «Ouais, madame, il y a pas que ça, en fait». Elle me disait: «Ouais, mais Colette, c'est la première en France», et genre, elle terminait toute nue, Colette, dans les salons, les boudoirs, parisiens. Je fais: «Mais on parle pas de la même chose, là». Enfin, tu vois? En fait, c'est toujours ça, c'est de savoir aussi de quoi on parle, de chercher un peu plus loin que le cliché. Et je suis pas peu fière quand même de m'être
enfin de m'être exprimée sur mon opinion et qu'il y ait eu un retour en face. Même si après, dans la scène, peut-être pour une question de droit musical, euh, il a changé la musique, il a mis un sort de tapis sonore orientaliste, mais au moins il a travaillé sa scène, quoi. Et Jamel Debbouze, il avait adoré, hein, parce que du coup, on était resté de 7 heures du matin à 20 heures le soir. Donc, faire des prises et des prises et des prises et toujours donner la même énergie, se rappeler où on était placé, c'est un vrai travail, hein. Et où on était placé, etc. Stop, on retourne, on attend. Que le deuxième personnage arrive, on va refilmer par là et il repart là. Il faut de la patience, il faut de l'endurance et être assez disponible toujours à la même énergie. Donc c'était très enrichissant, j'ai adoré. Et c'est aussi tout à ton honneur d'avoir osé potentiellement perdre la possibilité d'être à l'écran en revendiquant une danse orientale plus jolie et plus travaillée, quoi. On peut dire quand même tu as pris un risque de pas être exposé dans ce film en voulant remonter le niveau un peu pour une fois de la danse orientale dans le cinéma, quoi. Oui, et du coup de renégocier mon contrat aussi, parce que le contrat que j'avais, c'était, je sais plus si c'était Silhouette, un truc, c'est vraiment genre il y a figurant, Silhouette ou je sais pas trop quoi. Et là, je me dis, mais vous me demandez des heures de travail quand même. Donc, faut les payer aussi. Je suis désolée. Ou sinon, vous le faites vous-même. En fait, moi, je voulais pas être dans le groupe à tout prix, mais j'avais envie de travailler bien et voilà quoi. Donc, comme je suis arrivée sur le tard, je pense que lui, son truc était déjà fait. Et puis, de par soit le gabarit, enfin, je sais pas ce qu'il a aimé particulièrement chez moi, mais de me rajouter dans ce groupe et d'être là. Mais bon, voilà, en fait, de faire bien les choses. Sinon, en fait, tout le monde est remplaçable. Ils pouvaient trouver une autre plus jolie fille ou plus grande ou plus, j'en sais rien moi. Mais pas moi. J'avais pas envie de perdre mon temps ou de trahir en fait ma Ouais, discipline, quoi. Juste pour passer à tout l'écran. à fait. C'était pas mon but. Je reviens un petit peu sur ta carrière. Est-ce que tu as envisagé ou essayé une carrière à l'étranger, en Égypte, à Dubaï ou... Alors quand j'ai vraiment été à fond dans la danse, j'avais, Raki Hassan qui m'avait, proposé à l'époque, de travailler au Caire. L'époque où c'était, toutes les danseuses, on rêvait, on s'est dit: «Ah ouais, si un jour Raka nous propose de nous lancer», parce que bon, c'était quand même elle qui lançait les carrières à cette époque. Heu et j'avais vraiment beaucoup réfléchi pour dire la vérité quand elle me l'avait proposé. Elle me dit: «Ouais, t'as un gabarit, très enfin pour eux qui correspondait à ce qu'ils adoraient, ta danse, il y a» et elle me fait: «Tu du travail à faire, mais ce serait magnifique» et donc en fait, je crois que c'était la deuxième fois que j'avais été invitée au Ahlan wa Sahlan, qu'elle m'avait dit: «Ouais, j'ai mis, des producteurs dans la salle pour qu'ils te voient et des programmateurs en fait. Soit c'est toujours soit les grands hôtels, enfin les grands lieux quoi, les gens qui et des managers en fait. Et là en fait, je m'étais donné aussi genre de vivre 3 6 mois en Égypte, ce que ça faisait en fait de vivre là-bas, de vivre de la danse, découvrir en fait c'était quoi aussi. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir le manager, la voiture, son orchestre, etc. Mais c'est ta vie au jour le jour en fait, comment tu vis. Et donc, en fait, j'étais restée et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé dans le sens que c'est formidable d'avoir son orchestre, c'est formidable de travailler tous les soirs, d'avoir un auditoire arabophone qui connaît le répertoire, etc. et tout. Mais dans le sens, il y a ce côté-là, enfin, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas, mais il y a 10 ans en arrière, c'est quand même vivre dans une bulle. C'est-à-dire que vous pouvez côtoyer des gens différents. Ok, on n'est pas obligé de rester qu'avec le monde de la danse, mais voilà, genre j'avais des amis qui me disaient ouais, en fait, voilà, je t'emmène dans ma famille, mais s'il te plaît, enfin, dis pas que t'es danseuse, quoi. Ouais. Et là, je me dis, ouais, en fait, certaines personnes, je devrais cacher. Genre le bas web de Ouais. l'immeuble, il fallait pas qu'ils sachent que je sois danseuse. Donc, il y a un soir, je suis sortie avec le maquillage, la canne et tout. Et là, en fait, pour eux, ah ouais, enfin, ils connaissent. Donc, ils s'étaient dit, bon. Et en plus, je vivais seule dans l'appartement. Donc, après, il y a des gens qui viennent sonner. Et en fait, je sens que
Enfin, il y a ce côté genre femme de mauvaise vie qui vit toute seule, une jeune qui est là. Il y a des gens qui rentrent chez elle. Enfin, on sait pas. Et j'ai trouvé ça horrible. Ouais. Parce que moi, étant arabe, donc eux, ils me prenaient pour une égyptienne aussi. Pas une étrangère. Je pense qu'ils avaient peut-être plus de respect pour une européenne que j'aurais été blonde, etc. et tout. Et là, tu ressentais le truc comme vraiment femme de mauvaise vie, etc. Je me suis dit, ouais, j'ai pas quitté Paris. Et en plus, mais c'est vrai. Et je me dis, ouais, déjà que, étant tunisienne, ayant des parents ou une famille arabe, donc c'est obligé que quelqu'un dans ta famille va te dire, ouais, en fait, la danse orientale, enfin, c'est quoi, qu'est-ce qu'a fait ta fille, ou etc. et tout. Déjà que je me bats avec ça pour retourner là-bas et vivre la même chose, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et surtout, en fait, je me suis dit, bon, allez, je tiens 2, 3 ans et après, je reviens, quoi. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, que c'était quelques amis que j'avais là-bas, qui avaient rien à voir avec la danse, et qui me disaient, mais regarde en fait le public, tu penses qu'ils regardent si tu fais une belle arabesque ou si tu as choré, etc. et tout. Ils en ont rien à fiche. Là, la table, celle-là, en fait, c'est des bonhommes, ils viennent se rincer l'œil aussi. Après, il faut dire la vérité aussi. C'est un endroit où en fait, voilà, ils ont une femme, un peu dénudée. L'œil, je te parle de l'œil de vraiment De l'homme. de l'homme. Mm. De l'homme, ouais, il faut dire la vérité. Et il y avait ce côté-là aussi qui me dérangeait. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas scénique dans le sens où ouais, tu es dans un théâtre et tu viens avec ton truc. Dina, elle a cette partie-là, en fait, où tu te dis, tiens, la scène dans le super grand Sémiramis, que j'avais été la voir et que j'adore, hein. Et après, en fait, il y avait un truc qui m'avait choquée, mais dans le sens hein, où, en fait, elle prend le micro et en arabe, en fait, tu vois, il y a tous les gens du Golfe devant, enfin, les plus riches devant, les autres derrière. Et elle dit oui, et je sens, et je vois en fait que genre le monsieur lui apporte un papier et elle doit lire. Elle doit lire, ah oui, on a tel monsieur ce soir, ah oui, c'est son anniversaire. Elle doit accueillir les gens comme une animatrice en fait. Ouais. Donc, Mm. ah, c'est l'anniversaire de machin, et elle doit venir lui donner une attention particulière. Et ça, je me suis dit, bah, en fait, elle fait le même boulot que moi. Quand je suis à Dans un Paris, je suis resto. dans un événement. Ouais, ça m'avait vraiment. Je me suis dit, si elle, la numéro un, au niveau où elle est, elle doit quand même le faire, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc après, de comprendre qu'en Égypte, la danse orientale, aujourd'hui, je sais pas, mais elle n'appartenait pas au ministère de la Culture, mais au ministère du Tourisme. Donc, ça veut dire qu'elle était aussi considérée comme une animation pour les touristes, pour les péniches, enfin, ils n'ont pas des statuts d'artistes ou d'intermittents. Donc, il y a toutes ces petites choses, ces petites choses, ces petites choses. Je me dis, ouais, c'est pas un combat que j'ai envie de faire en Égypte et de me dire, ouais, je vais faire la tournée de tous les grands 5 étoiles et tout ça. Donc, je le faisais ponctuellement. J'allais, en fait, je gardais toute la période de Noël et Nouvel An où j'allais danser avec une ou plusieurs troupes à Hurghada, Rorda, et là-bas de faire la tournée des 5 étoiles, faire la soirée du Nouvel An où tu danses 10 fois, tu rentres chez toi le matin, tu es au bout de ta vie, tu as fait 10 spectacles, les musiciens ils sont au bout de leur vie aussi, enfin tu plus de pieds, mais tout ça, ça m'a appris énormément de choses, je travaille aussi avec les musiciens, et j'ai préféré, comme j'ai trouvé ma petite touche comme ça. Je restais proche du Caire, j'apprenais, je découvrais aussi d'autres gens qui sont pas du tout connus et qui étaient super talentueux, des troupes de folklore en fait, parce que leurs troupes de folklore, en fait, ils ont leur tableau folklore, comme les Mahmoud Reda, et en fait, au milieu, tu as la belly dancer, la charkia. Et en fait, moi, je faisais la partie charki. Puis quand il manquait une fille du folklore, j'étais là en train de mettre les tenues traditionnelles et faire les tableaux. Et c'était très, très... j'ai beaucoup aimé. Mais voilà pour la partie Combien de temps t'es au Caire. resté du coup? La première fois, là, pour tester avec Rakia, je crois que j'ai tenu j'avais fait de juin à septembre, un truc comme ça, des saisons hautes, mais j'ai pas tenu longtemps. Je t'ai dit,
j'ai pas kiffé plus pour toutes ces questions que j'ai dit. Et peut-être aujourd'hui, et ça a sûrement changé aujourd'hui, hein, de toute façon, avec tout ce qu'on voit. Et le plan d'aller danser en Égypte pour les fêtes de fin d'année, je l'ai fait sur plusieurs années, je pense 4-5 ans, j'ai fait comme ça. Et c'était très bien. En plus, c'était une très bonne coupure. Ouais, j'imagine, non? C'est une super expérience aussi. Ouais. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment, où que ce soit dans le monde, distinguer la danse orientale du divertissement? Finalement, c'est un peu... Bah, c'est un Ouais, divertissement, c'est dans le mais après, package. ça dépend ce que tu veux faire avec ta danse. Moi, personnellement, j'avais commencé sur scène et pas dans les animations parce que j'étais rentrée dans le ballet de Mayotti. Donc, j'ai pas connu enfin, le côté genre d'aller danser tous les soirs dans les restaurants, les soirées privées. Et ça, après, quand je suis devenue soliste, je l'ai fait parce qu'on m'a dit: «Mais Kauter, en fait, là, il faut que tu te fasses des sous aussi. Il faut que tu commences par-ci, par-là. Il faut que tu finances tes costumes, ceci, cela. Tu peux faire des soirées, tout ça, machin et tout». Que j'en faisais aussi avec Mayotti, mais là, c'est ton nom propre. Je veux dire, là, tu te lances toi-même. Et je me rappelle, j'avais commencé dans un restaurant à Sentier qui faisait de la musique live à partir de 23h. C'est un petit restaurant et il y avait un musicien comme ça. Et on me dit, ouais, il fait une audition, il cherche une nouvelle danseuse. Ok. Donc j'y vais avec toute ma bonne intention et tout ça. Et je fais mon tableau. Moi, j'avais dansé comme j'ai appris pour danser pour la scène, quoi. Le truc théâtral et tout, j'ai sorti mon truc et tout ça. Et à la fin de la danse, il vient me voir, il me fait, bon, écoute, toi, t'es une artiste. Il me fait: «Mais ici, c'est pas un théâtre. Donc en fait, il faut que tu t'intéresses un peu aux gens qui sont autour de toi. Parce que eux, ils viennent manger, ils viennent passer une soirée, ils ont envie de te voir et cetera. Il faut que tu sois là pour eux, quoi. Donc en fait, tu peux pas, c'est pas la même chose. Donc si tu arrives à me faire ça pour la semaine prochaine, tu as le taf parce que tu es magnifique. Mais il faut que tu comprennes où tu poses les pieds». Et j'étais super vexée quand il m'a dit ça, le monsieur. Je suis rentrée chez moi, mais j'ai réfléchi. Je me dis: «Mais en fait, il a pas tort». Parce que moi, j'étais là avec mes trucs et tout ça. Je me dis: «Ouais, les gens, en fait, quand tu vas, c'est comme les pianos bars ou tous ces trucs-là, quoi». Et je me dis: «Ouais, non, je vais y arriver», et ça m'a aidée à sortir de moi-même, à m'ouvrir, à être plus généreuse, à avoir un lien avec, le public, quoi, à m'amuser avec eux. J'ai éprouvé énormément de plaisir à cette, nouvelle démarche, cette nouvelle manière, en fait, d'apprendre mon métier et qui m'a servi pour la scène. Bien sûr. Parce que la scène, le public, il faut aussi savoir le prendre aussi, hein. Donc c'est 2 métiers différents et les 2 ont été très complémentaires pour moi. Que ce soit, les restaurants, enfin aujourd'hui dans Paris, c'est plus du tout la même dynamique. À l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, on pouvait travailler tous les soirs et cumuler, c'est-à-dire passer un restaurant à une soirée privée, à l'autre, à l'autre, à l'autre, et les fins de semaine, elles étaient assez chargées. Et donc ouais, dans tout Paris, je pense que j'ai dansé un peu tout partout, hein. Donc et ça m'a vachement formée, ça m'a énormément aidée. Ce monsieur, en fait, il m'a trop aidée. Ouais. Non, c'est le resto et les animations et les soirées privées, c'est une super école. Non, Ouais, 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 c'est vraiment, comme il a dit, en fait, être plus généreux, sortir de soi-même, et c'était là, en plus, que je voyais la différence parce qu'au début, il avait pas trop de monde, le monsieur, et après, en fait, les gens venaient pile poil pour l'heure où ils savaient que je dansais. Donc en fait, je créais une clientèle qui attendait le show, c'était un bouche à oreille, il y avait pas de Facebook à l'époque ou tout ça. Et il y avait le bouche à oreille qui traînait, et qui disait: «Ah oui, bah voilà, j'ai ramené un tel. Ah oui, l'autre, il m'avait parlé de votre danseuse». Il était super heureux. Moi, j'étais contente parce que je me sentais attendue quand j'arrivais. Et voilà, donc après, c'était l'un des endroits où je travaillais, mais petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on apprend le métier. Puis il faut se renouveler beaucoup. C'est-à-dire que il y a des gens, ils vont venir peut-être pas toutes les semaines, mais quand même 2 fois peut-être par mois dîner. Si tu fais toujours le même spectacle, au revoir, ils vont aller ailleurs. Donc en fait, c'est là aussi où tu apprends à changer tes musiques, à monter tes musiques parce que tu as un set de 30 minutes qui soit dynamique, qui passe d'un univers à un autre. Une soirée, ça se construit tout à aussi, fait. hein. Donc j'ai appris beaucoup de choses, ouais. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de préparation en amont, quoi.
Ouais, non, c'est un vrai travail. Tu peux avoir une danseuse orientale qui, sur scène, une scène de théâtre, soit invisible. Enfin, dans le sens que ça marche pas dans la boîte noire. Et la même danseuse que tu mets dans des événements privés, des soirées comme ça, elle va te lever les gens, elle va te mettre une super ambiance. Et inversement, une fille de théâtre que tu balances là-bas et qui arrive pas du tout à mettre une ambiance dans une salle. Et savoir faire les deux comme ça, jouer sur les deux tableaux, que ce soit complémentaire, nourrir un côté de l'autre, c'est une super école. Et c'est là, en fait, où tu te dis, ouais, la fille, elle connaît son taf, quoi. Ouais, voilà, tu sens le travail derrière, quoi. Et peu importe où tu la poses, avec son art, elle arrive à s'adapter, en fait. Et c'est ça, qu'on te balance sur une salle de soirée privée, que ce soit Louis Vuitton, dans un grand truc de Paris sur les champs, ou alors le petit mariage de la petite dame, ou ceci ou cela, savoir adapter ton show et donner la même qualité à chacun, en fait. C'était ça qui était challenging, en fait. C'est savoir satisfaire toutes ces personnes complètement différentes, avec des besoins complètement différents. Tu as évoqué les soirées parisiennes. Dans ta communication, tu joues beaucoup la carte du glamour parisien et même du glamour tout court. C'est aussi présent dans ta danse. Euh, c'est un compliment dans ma bouche, hein. Merci. Est-ce que c'est un univers qui s'est installé progressivement ou tu as eu cette idée après réflexion et recherche? Moi, je dirais en fait que mon univers, il était déjà là. Moi, ce qui me manquait, c'était la technique, enfin, la danse. Des fois, en fait, ce que tu vois aujourd'hui, c'est t'as des danseuses ou des gens qui se lancent dans la danse, surtout par exemple la nouvelle génération, où elles sont blindées de technique, plus que par rapport à moi il y a 15 ans, par exemple. Mais en fait, elles ont du mal à avoir un style, enfin un style, c'est pas de il faut que je me trouve un style, c'est pas ça, c'est de savoir qui est cette personne en fait, c'est quoi son univers, qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter. Et moi, c'était le contraire, j'avais plein de choses dans ma tête, j'avais plein de trucs, mais j'arrivais pas à l'exprimer parce qu'il me manquait beaucoup de technique, beaucoup de vocabulaire, comme j'ai commencé peut-être plus tard que les personnes avec qui j'étais à ce moment-là. Et donc en fait, ouais, moi j'étais toujours déjà très sensible à toute cette époque des années 50, ce côté glam, la femme-femme. J'adore en fait ce côté femme-femme, cette personne qui entre et boum, il y a un charisme, il y a quelque chose qui se passe. Ce genre de personnalité, de féminité, j'aime beaucoup en fait. Donc que ce soit cinématographique ou que ce soit, comme je l'ai déjà dit et j'ai passé beaucoup de temps au Louvre, j'ai beaucoup bossé là-bas, que ce soit les peintures ou les statues gréco-romaines, ce genre de féminité vraiment très très femme. Et donc c'était déjà là, et du coup, après, moi, quand j'ai commencé, je rentrais dans rien. C'est-à-dire que mon gabarit, il était hors norme. Je mesure 1,80 m. Donc, quand on nous envoyait à l'époque pour aller acheter les costumes, c'était chez Ah, Chariane. Donc elles allaient toutes là-bas et voilà, elles enfilaient les costumes, elles essayaient, puis elles repartaient avec leurs courses. Moi, j'y suis allée, il y avait rien qui m'allait. C'était trop court, c'était trop large, parce que du coup, tiens, on va te mettre une taille plus grande pour que ce soit plus long, mais du coup, en fait, on me sortait des 44, etc. C'était pas du tout fait pour moi. Et c'est là qu'après, on m'a dit, non, mais toi, en fait, faut que tu fasses tes costumes sur mesure. Et c'est comme ça que si tu dis que tu vas faire tes costumes sur mesure, tu vas rencontrer ta costumière, que ce soit Bella à l'époque, à Bruxelles, hein, donc il fallait se déplacer jusque là-bas. Et j'avais Bella, et c'était elle, je me rappelle, premier rendez-vous là que je suis arrivée, elle m'avait dit mais qu'est-ce que tu veux exactement? Je sais bah je sais pas, mais quelque chose qui soit à ma taille. Me fait écoute, tu vois, toi, t'as des super belles jambes. Je fais ah bon? Donc c'est aussi les costumières qui te disent où sont tes points forts, etc. Elle me dit ouais, tu devrais ouvrir ça, c'est pas pour toi. Tu sais, des gros trucs un peu fermés ou je sais pas quoi. Elle me dit ouais, monte ta jambe, tu devrais travailler avec des fentes. Tiens, t'as la taille bien marquée, donc tu devrais plutôt penser à ça. Et après, quand j'ai rencontré Manzaki, c'est pareil en fait. Déjà, on avait à peu près le même univers, elle comprenait très très bien ce côté assez glam. Et les premières créations qu'on a fait ensemble, c'était ça,
ça. C'était basé sur des choses, soit du cinéma que je lui envoyais, soit des trucs comme ça, et elle comprenait tout à fait. Et du coup, c'est peut-être comme ça que j'ai construit mon image, mais moi, ça partait naturellement au début d'un handicap, que je rentrais dans rien et qu'il fallait que je crée moi-même mes costumes et donc aller frapper aux portes des costumières. Et ça me coûtait quand même beaucoup plus d'argent que d'acheter les costumes déjà faits. Mais du coup, j'étais obligée de me creuser la tête et être créative sur ce que j'allais porter. Donc c'est génial de faire d'un handicap, d'une faiblesse, une force et même une identité, quoi. Bah, en fait, j'avais pas le choix parce que je t'ai dit, après, moi, c'était. Je te dis pas que je l'ai vécu vachement bien, au contraire, hein, t'arrives, tu rentres dans rien. L'autre, la danseuse, elle revend ses super costumes. Toutes les filles, elles y allaient. Et toi, en fait, tu te rends compte que tu peux pas. Et tu dis, mais en fait, je vais danser avec quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, d'un côté, ça te donnait un coup de pied aux fesses. Parce que, par exemple, je suivais pas les modes. J'ai je me suis dit: «En fait, je m'en fiche, moi, dans ma tête, j'ai ça». Le costume jaune, là, par exemple, que j'ai dansé au Caire et qui a frappé la tête de Rakia sur Oyun El Elb et les autres, monsieur qu'elle avait invités, là, ou je sais pas quoi. Bah, il était jaune pétant, grande jupe, comme à l'époque, et c'était pas du tout la mode. Je peux te dire, la mode, c'était le truc, minimaliste, bien près du corps, avec les fentes et tout. Et moi, je suis arrivée avec vraiment la grosse jupe et tout ça. Et mais c'est ce qui allait pour moi avec cette musique. C'est ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin. Et, et voilà, donc du coup, mine de rien, ça te pose tes identités artistiques. Mais au départ, oui, ça partait d'un handicap. Il y a un côté assez théâtral dans ta danse et dans tes mises en scène. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris dans la culture française ou dans la culture orientale? Les deux, les deux, parce que en fait, moi, ce qui m'a nourri, ce que j'ai aimé depuis petite, donc bah, les films égyptiens avec toutes les comédies musicales de Farid, Samia, etc., etc., Abdelhalim et tout. Donc moi, j'ai connu la danse via ces films en noir et blanc. Et donc, elles étaient mises en scène, les danses. Et il y avait une histoire dans le film, même si des fois la danseuse elle vient un peu gratuitement comme ça, mais il y a quand même une mise en scène. Et le côté français où là tu danses dans une scène de théâtre, et là l'exercice n'est pas le même que danser au restaurant ou au cabaret ou en soirée privée. Le théâtre, tu es obligé d'avoir des lignes impeccables quand tu exploites ta scène, ton espace scénique. Une diagonale, c'est une vraie diagonale. Un cercle, c'est un vrai cercle. Il faut savoir prendre l'espace, le dessiner en fait. Savoir te poser sur des lumières face à un public, savoir quand tu vas l'attraper, quand à un moment donné tu vas le prendre pour voyager avec toi, entendre les respirations. Enfin, c'est tout un autre travail. Et ça me passionnait, ouais. Et du coup, comme j'avais déjà cette sensibilité, cette envie, bah, la danse orientale a été mon vecteur où j'ai pu exploiter tout ça. J'ai adoré le théâtre. Mon frère metteur en scène, donc j'avais été avec lui dans ses guêtres à suivre sa troupe de théâtre. Qui n'était pas moindre. Il a été quand même à la mise en scène de l'Opéra de Paris. Enfin, Ah oui. il a travaillé sur des. En fait, ouais, je voyais tout ça. Donc, du coup, moi, dans ma danse, là, de me retrouver, moi, dans la boîte noire avec cet espace scénique et de devoir raconter quelque chose, puisque pour moi, mon amour premier n'était pas juste de me déhancher comme ça, en fait, ou de faire une prestation, comment dire, une performance technique. Ah, c'était pas mon truc. Et de toute façon, c'était pas mon but non plus de faire un salto arrière ou je sais pas trop quoi. Il y avait ce quelque chose, les musiques que j'aimais m'amenaient à, à des univers où il y avait des histoires, toutes ces poésies, toutes ces choses. Je pensais que il y avait plus de choses à raconter que juste un mouvement comme ça, en fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'appelait dans la danse orientale. Ouais. Quand tu le grand répertoire, tu dis, waouh, Kelthum, on va dire, bon, tiens, le premier, on va dire, Baidanek. Tu vois, elle te raconte des choses énormes.
Enfin, donc toi de dire: «Ouais, tiens, je vais mettre un maillot, tiens, un pas chassé», tout ça, ça me semblait je me dis: «Ouais, en fait, mais la danseuse là, elle comprend ce qu'elle danse ou pas? C'est chaud quand même». L'autre, elle est en train de dire qu'elle est en train de crever. Tu vois? C'était toutes ces choses-là parce qu'en plus, tu allais voir aussi beaucoup de spectacles pour apprendre aussi des autres et là, en fait, tu pouvais avoir une très bonne, prestation, on va dire: «Ouais, elle a des super mouvements, de super techniques, mais en fait, est-ce qu'elle comprend ce qu'elle danse? C'est dommage». Tu te dis: «Ouais, elle aurait pu exploiter ça» et du coup, en fait, je prenais sur moi. Je me dis: «Bah, toi aussi, applique-toi la règle, quoi. Essaye d'être le plus proche possible de cet univers qu'elle est en train de te raconter cette personne». Je te demandais si tu as pris ça dans la culture française ou la culture orientale. J'ai appris récemment que le théâtre, c'est assez récent en fait dans les cultures orientales. J'ai vu une interview d'un acteur libanais qui s'appelle Badia Abou Shahara. Je sais pas si tu connais. Et en fait, il Ouais. expliquait que le théâtre, pendant longtemps, c'était pas présent dans les pays arabes et les sociétés musulmanes parce que c'était interdit en fait par la religion. Parce que je le cite, il y a que Dieu qui peut créer des personnages et donc les gens n'étaient pas autorisés à faire du théâtre et à créer des personnages. Et donc j'ai appris avec surprise que c'est assez récent dans le monde arabe. Je suis surprise parce que je trouve que ça a une énorme place dans la culture en Égypte et au Liban, là, de ce que je connais. Les gens Mmh. adorent en fait les pièces de théâtre qui durent des heures et je sais pas si tu connais un peu le sujet, le fait que c'est arrivé assez tard dans les sociétés orientales. Ben, moi, de via la Tunisie, je sais qu'il y a un lien spécial avec le théâtre. C'est-à-dire que les pièces qu'il y a, que j'ai pu voir, ou entendre parler après moi je vis pas en Ouais. Tunisie H24 et d'ailleurs sur le deuxième film que j'ai tourné, j'avais rencontré, monsieur, Raouf Ben Ammar, qui a le même nom que moi, mais ce n'est pas la même famille, je tiens à le dire. Il est mon oncle dans le film, je ne suis pas sa vraie nièce. Heu et lui qui est un homme de théâtre illustre, hein, donc c'est genre leur Gérard Depardieu à eux et je voyais en fait comment il avait commencé, enfin et les gens qu'il côtoyait, puis après rencontrer toutes ces personnes et cetera et tout et tu vois le travail de malade. Il y a des pièces super intello et tout ça. Après, ça reste peut-être une niche, on va dire, aux gens qui sont peut-être ouverts à la culture, et cetera. Je pense que la personne moyenne, elle a peut-être pas envie, puis elle a d'autres choses à faire, à subir à leurs besoins que de se dire: «Tiens, je vais aller au théâtre» ou je sais pas trop quoi. Donc moi, je connais par ce biais-là. Après, de ce que je vois, le théâtre pur, moi, de l'Égypte, je connais tout ce qui est, les films. Après, il y a leur côté, opérette dans leur numéro d'opérette qui est du théâtre, hein, pour la scène directe en fait, Voilà. mais le théâtre pur, je ne connais pas en Égypte, je suis désolée, je sais pas. D'ailleurs, une personne comme Dina, tu la vois que des fois elle est prise sur certaines pièces, tu les comptes, je crois, sur Ouais. les doigts de la main, et c'est toujours à peu près le même rôle. Il y en a avec Fifi aussi, non? Fifi Rabdou. Ouais, Fifi aussi. Mais tu vois, si c'est pas par le biais d'elle que je suis tombée dessus, ma connaissance n'est pas assez poussée pour pouvoir en débattre et ça ne m'étonne pas qu'il y ait encore une histoire de religion. Ah, c'était à l'époque, hein. Euh, Il parlait que justement, en fait, le monde oriental avait pas bénéficié de la même expérience dans le temps comparé à ce qui se passait en Europe, en Amérique latine. Il disait que hmm. le monde du théâtre et de la scène, et du coup, par ricochet du cinéma, tout ça, avait un peu de retard parce qu'il leur manquait toute cette expérience euh, au temps ancien, quoi, comparé aux autres sociétés. Sûrement pas faux parce que si tu vois les studios Masser en Égypte qui ont lancé là toutes ces comédies musicales, etc., elles étaient, je crois, juste avant la Seconde Guerre mondiale, enfin, ou pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elles ont vu le jour, quoi. C'était très, très, très récent, Voilà. hein. Ouais. C'est, tu vois, donc après, ça a fait un gros boom, etc. et tout, mais ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Alors, je voudrais parler un petit peu de la double culture. Donc, tu as une double culture, tu es né en France et d'une famille tunisienne. Est-ce que ça a été un atout dans ta vie ou est-ce que tu as rencontré des difficultés avec ça dans ta jeunesse? Les deux, hein. C'est pareil, plusieurs fois on m'a posé la question. Le fait est que quand tu es pas, enfin, enfant d'immigrés, quel immigré? Quelle époque? Donc,
tes parents, ils sont venus en fait en France avec toute la grosse vague pour reconstruire la France dans la période faste, début des années 70, les débuts des HLM qui étaient à l'origine des super endroits, enfin, avec des appartements tout neufs, la salle de bain intégrée, tout ça machin. Donc c'était super au début. Et après, comment ça a tourné, que ce soit ghettoisé, en fait, on va dire, où tout le monde empaqueté. Et moi, j'ai eu la chance d'échapper à ce côté-là, on va dire, le fait d'avoir grandi à la campagne avec mes parents. Et c'était leur choix, en fait, pour pouvoir protéger leurs enfants des choses néfastes qu'il y avait en ville, en fait. Donc du coup, ben, en campagne, tu rencontres aussi l'ignorance. C'est-à-dire que dans le village français où j'étais, c'est pas Marly-Gaumont qui m'arrivait, mais presque. Donc c'était un peu ça, quoi. Il y avait des gens, ils n'avaient jamais vu d'arabe, ils les voyaient à la télé, tout ce que renvoyait la télé à cette époque horrible. Donc ils avaient vachement peur. C'était un monde paysan, puisque c'est la Normandie. Bien sûr. Euh, ouais, ils avaient peur, ils se méfiaient. Il y avait presque personne qui nous adressait la parole au début dans le village. Donc, toi, t'es gamin, tu rentres en primaire, tu comprends pas en fait. Puis il y a personne qui te ressemble, on comprend pas ton prénom, personne n'arrive à le dire, donc handicapant. Donc, forcément, ça développe quelque chose chez toi, soit du complexe, soit de la colère, ou soit j'en sais rien en fait. Mais tout ça, en fait, commence à te poser des graines, en fait. Et petit à petit, après, quand tu grandis, bon, bien sûr, les choses se sont arrangées. Je te dis juste le moment où on est arrivé, hein. Mais et c'est là, par exemple, en fait, que je me suis dit, bon, mes parents sont analphabètes. Mes parents me disent, l'école est la clé de tout. Si tu veux réussir à ouvrir des portes pour toi, c'est par là qu'il faut passer. Nous, c'est ce qu'on peut t'offrir. Donc, du coup, et puis, bon, tu vois quand même, si tu as des parents qui savent pas lire leur courrier, qui te demandent, oui, alors là, qu'est-ce qu'il dit le maire? Tiens, qu'est-ce que je dois faire? Ceci, cela. Tu les vois Ok, au jour ouais. le jour, comment c'est handicapant, en fait. Et là, tu te dis, non, mais du coup, l'école, pour toi, c'est le Saint Graal. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais bosser comme une malade. Et la petite grosse tête de l'école, c'était moi. Du coup, dans le village. Et c'est là que le respect est tombé. Ah oui, la petite arabe, bah, finalement, elle fait mieux que Vincent Paul et les autres, quoi. Et c'est par le travail que je me suis dit, tiens, en fait, par le travail, on arrive à avoir le respect des gens. T'es petite, mais c'est comme ça, en fait, que j'ai compris. Et, euh, et aussi, après, de comprendre mes origines. Enfin, mes origines, parce que tu rentres chez toi, c'est tunisien. Ce que tu manges, ce que tu parles, tout, en fait, tes frères et sœurs, tes parents et tout. Tu vas en vacances avec la famille. Il y a toute ta famille. Là, tu as tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes et tout. Et donc, en fait, tu les raccroches à des choses. Et puis, c'est là qu'en fait, tu comprends. Mais comment ça, tu sais pas ce que ça veut dire, Kausar? Kausar, c'est ceci, cela. Et là, après, tu comprends la beauté de la symbolique de ton prénom, que ton père a choisi, l'histoire de ton nom de famille, la beauté en arabe des mots, tu vois. Et tu te dis, en fait, ouais, il faut apprendre, quoi. En fait, l'ignorance, c'est pas très bon, quoi. Et ça t'enferme. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à apprendre l'arabe, à essayer de le pousser un peu plus, apprendre à lire, à écrire aussi. Je te dis pas que j'écris et que je lis super bien, mais je me débrouille. Mais tu vois, en fait, il y a eu plusieurs déclics comme ça et en fait, tout est une question de balance. Pour moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est de savoir prendre le bon de chaque culture. C'est ce que j'ai fait. J'adore, je suis française 100%, je suis tunisienne 100%. C'est-à-dire que, et après, je choisis, tiens, ça me va, mais ça, ce côté-là tunisien, ça me saoule, me cassez pas les oreilles avec, hop, hop. Ce côté français, ceci, cela, hop, hop, hop. Et tu fais ta balance, en fait, pour pouvoir construire ton identité. Et on en a toute une différente. Tu peux pas choisir entre ton père et ta mère, c'est ça, en fait, là. C'est la Tunisie, c'est pareil, tous les gens qui ont une double culture. Et c'est là que tu te rends compte que tu as une richesse énorme par rapport à d'autres, en fait. Tu te dis, ah ouais, mais moi je connais ça. Ah ouais, mais en plus, il y a ci, il y a ça. Et il y a plein de choses à découvrir dans les deux. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je continue de m'instruire ou de découvrir des choses. Et c'est plutôt passionnant.